Aujourd'hui, je veux vous présenter mes réflexions personnelles sur l'exploration de l'histoire de la BBC. Alors, l'étude de cet organisme me semble évidemment cruciale de par son rôle dans la vie des citoyens et son influence mondiale, mais c'est aussi assez clairement une gageure. Entre 1902 et 1995, la BBC a produit plus d'un million d'heures d'émissions. Le producteur et présentateur d'une émission culturelle, Hugh Weldon, se plaisait à dire que la BBC, c'est la somme de ses émissions, rien de plus ni de moins. Mais ce nombre énorme rend la généralisation hasardeuse. On ne peut absolument pas laisser parler les archives. Toute exploration serait filtrée par les priorités des historiens et les questions qu'ils ou elles choisissent de poser. Je vais présenter donc un panorama personnel des interrogations possibles, inspirées de différentes traditions de l'écriture de l'histoire ou d'autres courants de pensée universitaires. Mais bien sûr, ce n'est pas pour suggérer que ces domaines sont strictement cloisonnés. Puisque la BBC est source de fierté pour beaucoup de citoyens britanniques et autres anglophiles, on peut trouver des questionnements orientés ou patriotiques. Comment la BBC a si bien réussi sa mission? D'autres convictions politiques nous donneraient d'autres priorités. Dès 1937, par exemple, la Left Review a publié un petit livret intitulé The BBC Exposed. Ce livret dénonçait les priorités pro-capitalistes de la BBC et déclarait qu'une majorité des gouverneurs aurait dû être représentative de la classe ouvrière organisée. Le travail beaucoup plus récent de Kate Murphy, publié en 2016, afin de retrouver la contribution des femmes à la BBC avant la Deuxième Guerre, cherchait à savoir pourquoi l'image de la BBC est-elle si masculine et concluait que c'était en partie à cause d'un énorme corpus de mémoires écrits par des dirigeants de la BBC, tous des hommes, corpus qui forme la source de la plupart des études historiques. Des approches critiques des médias venus de la sociologie ou des cultural studies ont leurs questions particulières. Les travaux de Pierre Bourdieu, de Stuart Hall ou de Laura Mulvey sur la communication médiatique nous donnent matière à réfléchir parce que si l'intention de la direction de la BBC est d'informer, d'éduquer et de divertir, le public, lui, ne s'assoit pas de façon obéissante pour être informé, éduqué ou diverti selon les indications dans les pages de Radio Times. La théorie des usages et gratifications souligne la grande diversité des rapports entre public et émission. Laura Mulvey s'est intéressée à l'objectification des femmes dans les films et les émissions de télévision. Je viens d'ailleurs de visionner un jeu télévisé des années 70, The Generation Game, que je recommande comme exemple de l'utilisation purement décorative des femmes assimilables au rôle des hôtesses dans les émissions consacrées aux courses de voitures. En même temps, les auteurs marxistes tels que John Molyneux posent des questions plus larges. Il écrit dans son préface Why do TV companies produce The Apprentice but not How to Become a Trade Union Representative? Why does almost everyone in EastEnders own a small business? Why do all news outlets assume that when stock markets go up, it is good for everyone? And if the media are only giving people what they want, then why do people want what they want? And is it true that that is all the media are giving them? Pour en venir plus spécifiquement à des questionnements d'historiens, les spécialistes d'histoire politique en ont à proposer. Par quel mécanisme les gouvernements ont-ils su influencer la production de la BBC? Ont-ils toujours réussi? Jusqu'à quel point les émissions de la BBC en tant que crise politique ont-elles mérité le descriptif de propagande? À quel point un changement de gouvernement entre conservateurs et Labour a-t-il transformé les rapports entre l'exécutif et la corporation? L'histoire des représentations porte un point évident dans notre exploration et j'y reviendrai. Comment ont été dépeintes les grandes questions du siècle sur la BBC? Le conflit en Irlande, la montée des nationalismes gallois et écossais, la montée et la crise du syndicalisme, l'importance croissante des questions environnementales, le combat contre l'exclusion raciste ou sexiste,
la victoire et la crise du multiculturalisme. Ces sujets figurent dans les émissions d'actualité, mais peuvent également se trouver dans les fictions, sitcoms ou talk shows. Autre question politique, est-ce que la BBC sert les intérêts de l'establishment ou est-ce qu'elle en fait partie? Les gouvernements sont parfois mécontents de l'approche trop impartiale de la BBC, mais il y a des moments où la BBC a été enthousiaste pour défendre le statu quo social et politique. Les procédures secrètes de vérification politique par MI5 qui ont existé entre les années 30 et les années 90, et le directeur général a menti dans un entretien accordé au Sunday Times en 1968 en insistant que de telles vérifications n'existaient pas. Ces vérifications n'étaient pas imposées à la BBC. Au contraire, la direction de la BBC s'est opposée à un relâchement de ce contrôle politique quand il était proposé. Ces mesures écartaient lors du recrutement des personnes qui avaient des liens avec des partis de la gauche radicale, même lorsqu'ils n'en étaient pas membres. L'histoire institutionnelle est indispensable parce qu'elle aide à établir la grammaire de la BBC, les marges de manœuvre imposées par les structures dans une organisation aucunement monolithique. Quels étaient les liens des directeurs généraux avec l'élite sociale du pays? Tous les directeurs généraux de notre période sont des hommes et 10 sur les 12 furent scolarisés dans des écoles privées, alors que moins de 10% des enfants du pays vont dans des écoles privées généralement très coûteuses au Moyen-Uni. Pour en rester à l'histoire institutionnelle, quel a été l'effet des différents changements institutionnels, de la mise en place d'instances diverses? L'instauration en 1926 du BBC Advisory Committee on Spoken English reflétait les peurs parmi l'élite concernant le déclin de l'anglais correct. Mis en veille pendant la Deuxième Guerre, ce comité ne fut jamais réactivé après. Pourquoi pas? L'esprit démocratique du welfare state et la montée de l'importance de l'expression individuelle l'ont-ils enterré? Peut-être. Autre interrogation institutionnelle, quelle a été l'influence de l'Audience Research Unit, établi pour la première fois en 1936 contre l'avis de John Reith? Quelles ont été les causes de la réorganisation radicale de la radio au milieu des années 1960 et ses effets? Et l'histoire de l'institution suggère d'autres interpellations. Quelles ont été les marges de manœuvre pour les équipes créatives avant-garde ou radicales? On cite très souvent et avec raison la série The Wednesday Play des années 60 comme berceau de production radicale, mais une partie de ses succès dépendait de la capacité de l'équipe d'éviter les règlements. Parfois, ils organisaient des réunions clés les jours où ils savaient que le supérieur hiérarchique était en congé. Était-ce un moment unique? Depuis les années 60, un tel moment n'est pas réapparu. Pourquoi pas? La force d'une approche histoire des institutions, c'est qu'il permet de tenir compte des caractéristiques précises d'une organisation atypique, mais les récits institutionnels ne peuvent toucher à certains aspects centraux de la BBC dans la vie des citoyens, notamment l'enchantement de la vie quotidienne. Asa Briggs fait remarquer que les premiers commentateurs sur l'arrivée de la radio parlaient souvent du réconfort qu'elle pouvait apporter aux isolés, aux malades, à ceux qui vivaient seuls. La vie rurale a sans doute, dit-il, été transformée davantage que la vie urbaine par la radio. That wide window on aspects of the wider world being so much more needed. L'étudiant moderne du XXIe siècle doit peut-être imaginer des millions de femmes au foyer confrontées à des tâches domestiques innombrables sans aspirateur, sans détergent, réfrigérateur ou supermarché, ni appareil ménager, pour apprécier que la radio a dû ressembler à un invité miracle. Dans les décennies suivantes, et surtout avec l'arrivée du transistor, le travail en atelier, celui du camionneur, du conducteur de taxi ou de la femme de ménage, seront transformés par la présence de cette fenêtre sur le monde ou sur le rêve. Les priorités de l'histoire sociale vont nous fournir des pistes, puisque les émissions ne sont pas seulement créées et organisées, mais reçues par un public en évolution perpétuelle, écoutant et regardant seul, en famille ou en groupe. Sur les 73 ans de notre période, les vies des citoyens de toute classe sociale ont changé, ainsi que leurs attitudes et leurs opinions.
Les logements se sont agrandis et les familles rétrécies. La mobilité géographique a explosé et la concentration urbaine s'est renforcée. Les jeunes adultes ont gagné en autonomie. Les écoles des filles ou des garçons ont quasiment disparu. La diversité ethnique, la prospérité matérielle pour la majorité ou le niveau d'éducation ont été en hausse. L'intervention étatique dans la vie privée des citoyens et les strictes divisions vestimentaires et culturelles entre classes sociales en baisse. L'espérance de vie est montée en flèche, le nombre d'heures passées au travail a beaucoup baissé, le travail physique dangereux s'est raréfié. On a vu un déclin graduel dans la religiosité et du respect absolu pour les élites et une progression de l'importance de la personnalité individuelle et du choix des consommateurs. Les émissions de la BBC ont reflété ces changements. Et elles nous montrent des histoires sur nos vies, sur nos anxiétés. On peut s'interroger sur l'interaction entre des structures sociales en évolution et les émissions. Prenons par exemple le concept d'un family program. Le family program à la radio en 1935 a peu en commun avec le family program de 1985 à la télévision. Ce qui tend à faire consensus au sein d'une famille, par ailleurs plus nombreuse des années 30, n'est pas de même nature que 50 ans plus tard. Par exemple, on prend pour acquis dans les années 80 que les goûts musicaux des parents et des adolescents sont fort distants les uns des autres. Dans le domaine de la production aussi, on peut poser la question de l'expérience d'individus issus de groupes sociaux divers. L'équipe autour de David Hendy, qui travaille actuellement sur 100 Voices That Made the BBC, cherche à examiner l'expérience des salariés et des collaborateurs noirs de la corporation, non sans difficulté, étant donné que ces personnes sont peu présentes dans les archives. Dr. Hendy a exprimé son envie de produire une histoire populaire de la BBC et a souligné à quel point tout historien est lui-même ou elle-même situé socialement. Dans un entretien qu'il a accordé à notre revue, il explique « I hope that we can get more of a people's history of the BBC emerging because perhaps I'm attracted to this idea anyway because of my background. Unlike Asa Briggs, I went to a state school. I don't mix with the great and good. I am in truth, suspicious of hierarchies, titles, and those who feel they are somehow born to rule. De plus petits ruisseaux parmi les courants de l'exploration historique nous fournissent également des problématisations fructueuses. Prenons par exemple l'histoire de la technologie. Dans les années 50, la montée en flèche du nombre de redevances télévision faisait craindre que la radio puisse venir à disparaître. Deux évolutions technologiques l'ont sauvé. La première était l'introduction du signal stéréo à la radio, bien supérieur au son de la télévision. À partir de 1962, on pouvait écouter le third program en stéréo. C'était un élément fondamental qui a encouragé la réorganisation radicale de la radio de la BBC en 1967, réorganisation qui tournait essentiellement autour de la musique. La deuxième innovation technologique qui a sauvé la radio fut le transistor, qui permettait d'écouter la radio dans la voiture, sur la plage, au travail, au collège ou au lycée. Le premier radio à base de transistor bon marché est sorti en 1957. Ce serait intéressant de savoir comment la programmation s'est adaptée à ce nouveau public en déplacement. Des préoccupations venues du courant histoire de l'art ont le mot à dire. Une partie de l'histoire de l'art est de chercher à comprendre l'évolution de la forme des œuvres, la symphonie, le triptyque, le roman, la cathédrale, le sonnet. De façon parallèle, on peut remarquer que les formes audiovisuelles de la production créative, le sitcom, le feuilleton, le documentaire, le jeu télévisé, ont elles aussi le développement propre. La pièce pour radio, le disc jockey, ou l'entretien télévisé ont été inventés et ensuite ont évolué. Dans les années 20, à la BBC, le texte de tous les entretiens était d'abord posé par écrit et ensuite lu devant le micro. Les bulletins d'information entre 1925 et 1939 se transformèrent. De textes lus, ils devinrent des émissions dont une partie fut enregistrée sur le site d'événements majeurs. Le soap opera, malgré son nom amusant ou moqueur, développa un nouveau genre de narration télévisée.
sans une intrigue et un héros unique. Si nous passons à l'histoire culturelle est sans doute une des étiquettes les plus revendiquées dans les livres d'histoire depuis 30 ans, malgré le fait qu'elle est difficile de définir. Les historiens culturels se servent d'une définition très large de la culture. Les points forts de ce courant historiographique résident dans une expansion considérable de ce qu'on peut considérer comme objet de l'histoire. Elle se concentre sur l'histoire par le bas, mettant en avant l'expérience vécue de gens ordinaires. Mais le rôle du symbolique est également primordial. Comme l'anthropologue, l'historien culturel ne regarde pas seulement ce que font les individus, mais aussi le sens qu'ils donnent à leurs activités. En effet, consommer une émission n'a pas toujours et partout le même sens. Si nous imaginons la cantine d'une usine ou la salle de maître d'une école primaire, ces discussions dans laquelle on discute des émissions télévisées de la veille, ces discussions vont varier fortement à travers les décennies. En 1957, seule la moitié du personnel avait un téléviseur à la maison. En 1963, presque tout le monde en a un, mais il n'y a que 2 chaînes. Alors, une émission populaire de la veille est connue de presque tous les présents. En 1993, quand la moitié du personnel reçoit la télévision par câble ou satellite, la discussion sur les émissions de la veille ne peut pas avoir le même poids. Une partie de l'histoire culturelle s'occupe de l'histoire des représentations dont nous avons déjà parlé. Les représentations des femmes, des homosexuels, des gens de la classe ouvrière, des noirs, etc., ont connu des aléas multiples et fascinants. Les changements dans la représentation d'hommes homosexuels, des représentations ridicules dans les sketchs Monty Python ou dans le sitcom Are You Being Served, jusqu'à l'introduction d'un personnage homosexuel dans le feuilleton EastEnders, événement qui a peut-être fait reculer l'homophobie plus qu'une centaine de documentaires proposés tard dans la nuit sur la BBC 2. Il va souvent être le cas que les représentations dans les émissions de la BBC jouent un rôle contradictoire. Ainsi, la BBC va continuer à présenter pendant des décennies, et malgré les plaintes, The Black and White Minstrel Show, émission désignée par le Daily Mirror comme The Most Racist Show in the History of Television. Et pourtant, dans le traitement des personnages noirs de EastEnders, on peut voir un effet antiraciste. Enfin, l'histoire globale courant qui a, si je cite Laurent Testo, l'ambition de dépasser les compartimentages nationaux et de rechercher les connexions, les interactions ou les bifurcations à différentes échelles pour ainsi réaliser une histoire totale sans pour autant tomber dans l'universel ou le schématisme, nous encourage à voir la BBC dans un contexte mondial. Comment la BBC a-t-il servi les projets impériaux du Royaume-Uni et comment a-t-elle représenté à la radio ou à la télévision les colonies, les ex-colonies et le peuple? Comment l'institution a-t-elle influencé et comment est-ce qu'elle s'est fait influencer par l'audiovisuel ailleurs dans le monde, du moment où John Reed se rendait en Afrique du Sud et en Australie pour promouvoir son modèle de l'audiovisuel public, jusqu'aux multiples collaborations internationales essentielles à la BBC depuis 70 ans au moins. Voici un panorama donc d'une partie des questions qui me semblent intéressantes. On n'aura sans doute jamais fini de se poser des questions sur ce phénomène et sur cette aventure qui est la British Broadcasting Corporation.